Bien, continuons avec l'exercice 3, page 280, dans lequel vous avez une urne ici, que je vais représenter comme ça, par exemple, dans laquelle vous avez 4 boules. Donc ça va vous rappeler des exercices et des situations que vous avez étudiées au collège. Elles sont avec une couleur et avec un numéro. Voici la boule R1, rouge numéro 1, rouge numéro 2, noir numéro 1, noir numéro 2. Et donc on vous dit qu'on va tirer 2 boules successivement avec remise. Alors ces deux mots-là sont importants. Successivement, ça veut dire l'une après l'autre. Et avec remise, alors des fois c'est avec remise, des fois c'est sans remise. Ça veut dire qu'on va tirer une boule au hasard parmi les 4. Oui, c'est vrai. Mais avec remise, ça veut dire qu'avant de tirer la deuxième, on l'aura remise à l'intérieur, la première. Alors, dans la première question, on vous dit représenter cette situation par un arbre de dénombrement. Qu'est-ce que c'est un arbre de dénombrement? Alors, un arbre en mathématiques, c'est un schéma, bien sûr, hein, d'accord? Et c'est un schéma qui est fait de branches et d'intersections. En fait. Alors, de branches qui vont représenter en fait toutes les possibilités qu'on va avoir lorsqu'on tire la première boule. Alors, pour des besoins de place, en fait, car ici cet arbre de dénombrement va être un petit peu grand, je vais le tracer eh bien, à la verticale et vers le bas, en fait. Comme ça, comme ça et comme ça. Vous avez 4 premières possibilités. Soit pour le premier tirage, vous obtenez la boule rouge numéro 1, ou alors la boule rouge numéro 2, ou alors la boule noire numéro 1, ou alors la boule noire numéro 2. Et quand on dit un arbre, c'est parce que, en fait, cet endroit-là, qui est le point de départ de mes 4 segments, on va appeler ça la racine. C'est-à-dire l'endroit où on se place pour dire, voilà, toutes les possibilités. Toutes les possibilités, on va généralement le symboliser avec la lettre oméga. Pour dire, voilà toutes les possibilités. On part dans un premier temps sur la boule rouge 1, ou la boule rouge 2, ou la boule noire 1, ou la boule noire 2. Au deuxième tirage, bien sûr, on a encore les 4 possibilités, mais puisqu'on veut dénombrer toutes les possibilités qu'on a de faire 2 tirages dans cette urne avec remise, eh bien, regardez bien, la première chose, ça va être de dire qu'un des résultats possibles, ça va être d'avoir obtenu la boule R1, puis une deuxième fois la boule R1, ou la boule R1, puis la boule R2 en deuxième tirage, puis, ou alors la boule R1, puis la boule N1 en deuxième tirage, ou alors la boule R1, et suivi de la boule N2 dans le deuxième tirage. Ça vous donne donc un certain nombre de possibilités ici. À partir de R1, ça c'est une intersection de l'arbre, vous avez encore 4 possibilités. À partir de R2, bien sûr, vous avez aussi 4 possibilités. À partir de N1, vous avez aussi 4 possibilités. Et à partir de N2, vous avez encore 4 possibilités. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait? Parce que ici, on va justement pouvoir dénombrer assez facilement toutes les possibilités. Regardez bien, une possibilité de tirage complet, hein, quand on a tiré les 2 boules, c'est d'avoir R1 et R1, ou puis R1. R1, puis R2. Ou alors R2, puis N1. Ou alors N1, puis N1 aussi. Ou alors N2, puis N2 ici. Ça vous donne combien de possibilités? Eh bien, c'est facile, il suffit de compter le nombre d'extrémités de votre arbre de dénombrement. Ça vous en fait 4 là, 4 là, 4 là et 4 là. 4 fois 4 égale 16 possibilités de tirage. Donc, combien y a-t-il d'issues si on ne considère que la couleur des boules tirées? Attention, cette fois-ci, la question est différente. Parce que quand on s'intéresse, en fait, aux couleurs et non pas aux numéros, il y a des possibilités qui vont disparaître. Par exemple, R1 suivi de R1, je pense que c'est la même chose maintenant que R2 suivi de R2.
ou R2 suivi de R1. On va refaire un arbre ici des possibilités ou d'un arbre de dénombrement et vous allez voir que cet arbre, cette fois-ci, donc on change la façon de comptabiliser les résultats, hein, il va être plus simple. Soit au premier tirage, vous avez une rouge, soit vous avez une noire. Bien sûr, vous allez mettre cette rouge ou cette noire, qu'elle soit numéro 1 ou numéro 2, peu importe, hein, à l'intérieur avant de retirer, et vous obtenez donc une deuxième fois la possibilité d'avoir soit une rouge, soit une noire, ou soit une rouge, soit une noire. Voici ce qu'il se passe quand on s'intéresse seulement à la couleur des boules tirées. Et combien y a-t-il d'issues possibles, c'est-à-dire combien y a-t-il de résultats ou de possibilités possibles, ici. Les possibilités, hein, dans une expérience aléatoire, hein, ça s'appelle aussi les issues. Eh bien, vous voyez ici qu'il n'y en a que 4. 1, 2, 3, 4. 4 possibilités seulement. Alors, ici, peut-être que certains ont répondu un tout petit peu différemment, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire un arbre comme ça pour se rendre compte de ce qui se passait. Et puis, quand on vous dit qu'il y a-t-il d'issue si on ne considère que la couleur des boules tirées, vous auriez très bien pu dire, regardez bien, c'est facile, soit vous avez tiré 2 rouges, soit vous avez tiré 2 noirs, soit vous allez tirer une rouge, puis une noire, soit vous avez tiré une noire, puis une rouge. Et donc vous retrouvez ici les 4 possibilités. Cela dit, ici, peut-être que parmi vous, il y en a certains qui ont dit « Eh mais ça c'est la même chose en fait. Si on me demande combien il y a d'issues si on considère que la couleur des boules tirées, c'est que peut-être on ne s'intéresse pas à l'ordre dans lequel on a tiré les couleurs. » Pardon. Donc l'ordre dans lequel on a tiré les couleurs, peut-être que ça, c'est avec ordre, on dit. Mais peut-être que ça, c'est sans ordre. Soit vous avez tiré 2 rouges, soit vous avez tiré 2 noirs, soit vous avez tiré une rouge et une noire. Alors, je les mets l'une au-dessus de l'autre, comme ça, pour dire que peu importe l'ordre dans lequel vous avez tiré. Si vous avez réfléchi sans ordre, vous avez trouvé 3 issues. Si vous avez réfléchi avec ordre, vous avez trouvé 4 issues. Eh bien, vous savez quoi? Les 2 réponses ici sont tout à fait acceptables, car l'énoncé, je trouve, ici, a une imprécision. Une chose est certaine, en tout cas, dans les arbres ici. Si vous regardez bien, dans les arbres, quand on raisonne et qu'on construit un arbre, on est toujours en train de créer un ordre. Ces boules-là avant ces boules-là, ces tirages-là avant ces tirages-là, ces tirages-là avant ces tirages-là. Ça ne nous empêche pas de raisonner aussi sans ordre quand on le souhaite. Ici, dans la question 2, il y avait une ambiguïté. Donc, les 2 réponses sont acceptables. 4 possibilités seulement ou 3 possibilités seulement. Question 3. Quelle est la probabilité des événements suivants? Alors, obtenir 2 boules noires. Alors, obtenir 2 boules noires, moi, ce que je pense, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe et de raisonner sur cet arbre. Alors, combien il y a de possibilités d'obtenir ici 2 boules noires parmi les 16 issues possibles? Alors, les 2 boules noires, elles ne sont pas dans ces branches-là, on appelle ça une branche, dans un arbre ici de dénombrement. Ça, c'est une branche. Quand vous partez de oméga et que vous allez jusqu'à une extrémité, on obtient ce qu'on appelle une branche. Et si vous regardez bien, chaque branche dénote un événement complet. Ici, le premier tirage était R2, puis R1, ou ici, le premier tirage était une noire, puis une rouge. Chaque branche, ici, qui est, on dit, favorable à A, autrement dit, chaque branche qui contient 2 boules noires se situe là, 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 et là. Alors, il y en a combien ici? Il y en a 4 sur combien de possibilités en tout? 16. Autrement dit, P de A, la probabilité de A, c'est 4 sur 16. Pourquoi est-ce qu'on dit ça en fait? Eh bien parce que si vous réfléchissez bien, il y a 16 possibilités et parmi ces 16 possibilités, il n'y en a que 4 en fait
dans lesquels vous allez tirer 2 noirs. Cela dit, peut-être qu'on aurait pu aussi raisonner sur cet arbre-là. Quelle est la probabilité en fait d'obtenir 2 boules noires? Regardez bien. Dans cet arbre ici, qu'est-ce qu'on obtient pour P de A? On obtient une seule branche dans laquelle on a 2 noirs, c'est celle-ci, noir puis noir. Parmi combien de branches possibles? 1, 2, 3, 4. Est-ce que ces deux résultats-là sont valides? Oui, bien sûr. Il est possible de raisonner là-dessus et là-dessus dans cette situation. Mais donc, ça veut dire que les deux résultats sont égaux. En effet, 4 sur 16, si vous divisez en haut et en bas par 4, vous obtenez 1 sur 4, deux fois le même résultat. Donc, il est possible de raisonner sur ces deux arbres pour trouver la réponse. On continue ici, obtenir deux boules de la même couleur. Ici, c'est 3A puis 3B. Obtenir deux boules de la même couleur, ça veut dire que soit vous avez obtenu deux rouges, soit vous avez obtenu deux noirs. Alors, ici, comme on a vu que dans les deux arbres, le résultat et le raisonnement étaient valides, je propose d'utiliser cet arbre-là, dans lequel on voit très bien ce qui se passe quand vous avez deux boules de la même couleur, soit deux rouges, soit deux noirs. Alors, ça correspond à combien de branches, ça? Ça correspond ici, pour P2B, à 2 branches parmi 4. Quelle est la probabilité d'avoir deux boules de la même couleur? C'est tout simplement 2 sur 4, soit 1 sur 2. Pardon, on ne voit plus. Alors, je vais remonter un tout petit peu ma feuille. Voilà, comme ça. Alors, bien sûr, vous pouviez évidemment raisonner sur cet arbre-là. Hein. Où est-ce que vous avez ici des branches qui portent la même couleur? Vous en avez deux ici. Vous en avez deux là, vous en avez deux ici, et vous en avez deux là. Donc si vous utilisez cet arbre-là, vous avez la probabilité de B qui donne donc sur 16 possibilités 2, 4, 6 et 8 cas favorables. 8 cas favorables divisé par 16. Si vous divisez par 8 en haut et en bas, vous obtenez aussi une chance sur 2. Alors, on termine par C, obtenir une et une seule boule rouge. Alors, obtenir une et une seule boule rouge, ça se voit bien sûr très bien là-dessus. La probabilité de C, c'est tout simplement, voici une branche dans laquelle vous allez obtenir une seule boule rouge. Voici une branche dans laquelle vous allez obtenir une seule boule rouge. C'est deux branches parmi 4, c'est-à-dire une chance sur 2. Alors évidemment, on peut revenir pour la question 3 à cette situation-là. Si vous aviez décidé de réagir sans ordre, de réfléchir sans ordre, alors vous devriez être en train de dire qu'il y a 3 possibilités et 3 possibilités seulement. Pourquoi est-ce que dans vos calculs, ça ne va pas marcher? Eh bien, tout simplement parce que la possibilité d'obtenir une rouge et une noire et la possibilité d'obtenir deux noirs et la possibilité d'obtenir deux rouges, ces possibilités-là n'ont pas la même probabilité. Quand vous y réfléchissez, vous avez une seule possibilité, un seul choix d'obtenir deux rouges, un seul choix d'obtenir deux noirs, mais vous avez deux choix possibles d'obtenir une rouge et une noire. Soit vous commencez par la rouge, puis vous finissez par la noire, soit vous commencez par la noire, puis vous finissez par la rouge. Quand vous raisonnez sans ordre, faites attention. Après, lorsque vous utilisez tout simplement la logique ou l'intuition pour calculer les probabilités, vérifiez bien que vous êtes dans ce qu'on appelle une situation d'équiprobabilité. Ça n'est pas le cas ici. Les trois issues là n'ont pas la même probabilité. Ici, une chance sur 4. Ici, une chance sur 4. Ici, deux chances sur 4. Alors, c'est pour ça que, d'une manière générale, dans les probabilités, c'est toujours une bonne idée, quand on le peut bien sûr, de réaliser un arbre et de se ramener à des situations équiprobables. Dans ces 4 issues possibles, chacune des 4 a autant de chances d'arriver que les autres. Ça n'est pas le cas ici. Donc, un simple conseil, et en bilan en tout cas pour cet exercice 3, essayez le plus souvent possible de vous ramener à une situation d'équiprobabilité. Et généralement, la situation d'équiprobabilité, c'est la situation avec ordre. Voilà, et ça vous génère des calculs faisables et assez faciles. Bien sûr, on va apprendre à passer outre ce genre de situation.
Voilà, on passe à l'exercice 4, toujours à la page 280. Donc l'exercice 4, page 280, on lance un dé équilibré à 20 faces. Donc on lance un dé équilibré à 20 faces. Vous en avez dans la photo que vous avez à la page 281, dans la page de droite, vous avez un dé en fait sur lequel il y a les faces visibles 4. 3, 4, 5, 6, 14 et je pense un 1 en haut à droite, ou alors le dé dans lequel en bas à droite vous avez les faces visibles 18, 19, je dirais 9, pardon, 8, peut-être 7, 2 et 10. En bas à droite, vous avez un deuxième dé à 20 faces. Vous avez plein de dés à plein de faces différentes. Là. Vous avez un dé à 8 faces, un dé à 12 faces, un dé à 10 faces, un dé à 6 faces. Je pense que le dé qui est blanc en dessous, c'est peut-être un dé à 3 faces. Alors les dés à 3 faces, c'est un peu particulier. Mais tout ça, c'est des dés à plusieurs faces. Et quand il est équilibré, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle conclusion peut-on tirer du fait que le dé soit équilibré? Eh bien, tout simplement, chacune des 20 faces a autant de chances de tomber que l'autre. Donc, autrement dit, quand vous vous intéressez aux issues possibles qui sont de 1 à 20, eh bien, vous êtes dans une situation d'équiprobabilité. Elles ont toutes la même chance d'arriver. La probabilité de chacune de ces faces, si vous réfléchissez bien, c'est tout simplement une chance sur 20. Chacune a une chance sur 20 d'arriver. Quelle est la probabilité des événements suivants? A, c'est obtenir un résultat supérieur ou égal à 7. Alors, la probabilité de A, c'est obtenir un résultat supérieur ou égal à 7. Je crois que ce qui vaut le coup ici, c'est d'abord de représenter, alors ça c'est une autre manière de représenter ce qu'on appelle l'univers. L'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. On peut le faire avec un arbre, on peut le faire aussi avec un ensemble ici de résultats. Le voici. Alors, donc la probabilité de A, c'est-à-dire P de A, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 7, c'est la probabilité d'être dans cette zone-là de oméga. Si vous regardez bien, le nombre de cas favorables, il n'est pas très difficile à trouver. Hein. C'est le nombre d'entiers qu'il y a de 7 jusqu'à 20. Alors, ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, hein, 14 cas favorables divisé par 20 cas possibles, ce qui vous fait donc 7 chances sur 10, autrement dit, une probabilité de 0,7. Si vous voulez parler en pourcentage, vous pouvez bien sûr traduire ça par 70% de chance. Alors, ça c'était, pardon, non pas la question 1, mais la question 2, pour la question 2A. La question 2B, obtenir un résultat pair. Combien est-ce qu'il y a de nombres pairs entre 1 et 20? Bon, on va compter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 chances sur 20, soit une chance sur 2 d'avoir un résultat pair. Ensuite, question C, d'obtenir un nombre premier. Je vous rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui ne se divise que par lui-même et par 1. Faites attention, 1 n'est décidément pas premier. Alors 2, ça se divise par lui-même et par 1, et ça se divise par rien d'autre. Donc 2, c'est un nombre premier. C'est le cas pour 3 aussi. 4, ça n'est pas le cas. 4, ça se divise par 4, évidemment, par 1 aussi, mais ça se divise par 2. C'est pour ça qu'il n'est pas premier. 5 est premier. 6 ne l'est pas, il se divise par 2 et 3. 7 est premier. 8 se divise par 4 et 2. 9 se divise par 3. 10 se divise par 5 et 2. 11 est premier. 12 ne l'est pas. 13 est premier. 14 non plus. 15, 16, 17 est premier. Et puis 19. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parmi les 20 premiers nombres entiers, il y a 8 nombres premiers, soit 8 chances sur 20. Et ça se simplifie ça en divisant par 4 en haut et en bas, en 2 chances sur 5, c'est-à-dire 0, une probabilité de 0,4. Pardon, bien sûr, une probabilité de 1 chance sur 2, c'est aussi égal à 0,5. Et puis, on termine par D égale C inter B bar. Alors, quand on écrit ça, hein, vous êtes déjà familier de ça, on a vu ça dans l'exercice 1, mais qu'est-ce que ça veut dire? D égale C inter C bar.
Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est d'arriver à le traduire en français. Donc C, c'est la probabilité d'être un nombre premier. Et B bar, c'est la probabilité. Pardon, C, c'est être un nombre premier. C'est pas une probabilité, excusez-moi. B bar, c'est obtenir un résultat impair. D'accord? Donc vous devez être en même temps premier et en même temps impair. Eh bien, on va regarder parmi tous les nombres premiers, lesquels sont impairs. Il est plus facile de trouver parmi tous les nombres premiers ceux qui sont tout simplement pairs. Évidemment que 2 est pair, il faut l'enlever. Mais si vous réfléchissez, après, aucun d'autre de ces nombres premiers ne peut être pair. Car s'il était pair, il se diviserait par 2, autrement dit, par un nombre différent de lui-même ou de 1. Donc il ne serait pas premier. Le seul nombre premier qui soit pair, c'est 2. Ça vous donne donc ici une probabilité de l'événement D qui est égale à, non pas 8, mais cette fois-ci 7, chance sur 20, c'est-à-dire eh bien, une probabilité de 0,35 ou 35% de chance d'être dans une situation favorable à D.